Donc je vous propose que là, on aborde deux sujets. Donc à la fois, quels sont les besoins et les pratiques en matière de mobilité demain dans le Finistère, et qu'on regarde ensuite quels sont les outils qu'on a à disposition pour répondre à ces enjeux. Avant de rentrer vraiment dans la question de ces besoins à venir, ces enjeux qu'on anticipe, je voudrais qu'on revienne sur en fait, finalement, le sujet central d'aujourd'hui, qui est la question de la transition écologique, énergétique et sociale. Et Renaud Michel, vous nous donniez quelques données, des éléments de cadrage sur ce sujet-là dans le Finistère, si vous les avez, ou plus globalement en Bretagne, qui est la région sur laquelle vous travaillez. Pardonnez-moi, ce sera des chiffres bretons. Alors, très peu finalement de chiffres, mais juste pour resituer le contexte, effectivement, la transition énergétique, elle doit évidemment s'intéresser aux questions de transport et de mobilité, en distinguant aussi les questions de transport, sous-entendu marchandises, logistique, et les questions de mobilité qui sont plus liées aux personnes. C'est le premier poste en termes d'émissions de CO2 en Bretagne. C'est le deuxième en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On a l'agriculture quand même qui est loin devant, mais sur le CO2, c'est le premier poste. Et donc c'est évidemment essentiel de s'y intéresser. C'est aussi le premier poste en termes de consommation d'énergie en Bretagne. On est dans les deux cas aux alentours de 33-35%. Donc c'est évidemment essentiel. Il ne faut pas dissocier ça non plus des questions de mode d'habiter, de mode de vivre, parce que finalement le deuxième poste de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les questions, c'est les bâtiments. Voilà. Alors, il n'y a pas que le logement dans les bâtiments, mais il y a pour une bonne part quand même les logements. Et donc c'est un seul et même sujet tout ça finalement, habiter et vivre et se déplacer dans les territoires. Ça c'est l'enjeu énergétique. Et tout ça, on ne peut pas s'y intéresser sans s'intéresser aussi aux questions d'enjeux de santé publique. Un seul chiffre aussi qui est très parlant, 71% des émissions d'oxyde d'azote, les NOx, en Bretagne, sont dues au secteur des transports. Donc là, on est vraiment sur une responsabilité très très lourde du secteur des transports. C'est évidemment la mobilité individuelle qui est pour l'essentiel. Et un ordre de grandeur, alors un chiffre national, celui-ci on n'a pas forcément de données régionales, qui est un chiffre du ministère de la Santé qui dit qu'il y a 48 000 morts, décès prématurés en France à cause de la pollution atmosphérique. Voilà. Ça situe simplement l'enjeu aussi social, sociétal de ces questions. Pas que de transport bien sûr, mais ça dit quand même quelque chose. Alors il y a d'autres enjeux. Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure d'accessibilité, enfin d'attractivité du territoire, les enjeux économiques évidemment, les questions d'accès à l'emploi, aux services, j'y reviens pas. Et tout ça en fait fait qu'on doit considérer ou reconsidérer la place de la voiture dans les territoires. Aujourd'hui, on fait l'essentiel de nos déplacements en voiture, l'essentiel de nos déplacements domicile-travail en voiture. Moi, j'avais 75%, hein, c'est un chiffre national, des déplacements domicile-travail en voiture. Je crois que c'est, j'ai entendu tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, 90 ou 92% en Finistère, il me semble, qui est considérable. Et puis, il faut aussi faire le lien, et c'est le dernier point sur ces chiffres clés, avec le budget des ménages. C'est évidemment d'actualité en ce moment, je n'y reviens pas. Mais voilà, hors contexte de ces derniers jours-là, et dans par contre un contexte global d'augmentation des prix, la voiture individuelle, qu'elle soit citadine ou de plus grande catégorie, c'est environ entre 6 000 et 8 000 euros par an, le coût moyen de la voiture individuelle. C'est un chiffre national là aussi, mais c'est évidemment quelque chose de considérable. Donc ça, c'est des données que vous avez sans doute utilisées, brassées dans les ateliers que vous avez organisés en Bretagne au cours de l'année passée. Il me semble qu'il y en a un qui s'est tenu il y a pas longtemps. Enfin, oui, début octobre. Voilà, début octobre. Vous avez fait des ateliers, vous allez nous les présenter autour de différents enjeux vraiment structuraux du territoire breton. Quels enseignements vous en avez tirés? Quelle feuille de route pour ces territoires? Quelles solutions vous avez peut-être commencé à esquisser avec les acteurs que vous avez rencontrés? Il n'y a pas de solution miracle, je ne vous la prendrai pas. Effectivement, alors juste pour redire pourquoi on s'est intéressé un petit peu, enfin en tout cas ce qu'on a fait quand on s'est intéressé à ces questions de mobilité, notre rôle ADEME, il est d'accompagner les territoires dans leur transition écologique, énergétique. Voilà. Ça c'est le cadre global, et pour ça on accompagne la mise en place des plans climat et énergie territoriaux, les PCAET. Et c'est finalement de par la responsabilité des transports, de la mobilité dans les bilans que j'ai présentés tout à l'heure, c'est évidemment un enjeu essentiel pour les plans climat, énergie, territoire de s'intéresser aux questions de transport. C'est pour ça qu'on a intérêt à accompagner les territoires, et c'est pour ça qu'on a organisé des séminaires. Les séminaires, en fait, c'est 4 temps distincts, avec 4 territoires qu'on a accompagnés au travers d'un appel à projet. Mais on invite globalement tous les territoires qui sont intéressés, en Bretagne et un peu au-delà, à échanger, à travailler avec nous
pour partager des points de vue, partager des expériences aussi sur ces questions de transport et mobilité. On a fait un premier séminaire en janvier à Saint-Brieuc autour des questions de mode de vie et notamment de l'inclusion. On a fait un deuxième séminaire du côté de Morlaix sur les questions des cœurs de bourg, parce que là aussi, habitat et mobilité, c'est quelque chose d'essentiel et qui nous paraît intéressant de rapprocher. On sait les questions de revitalisation des centres-bourgs en Bretagne, comme c'est des questions importantes. Donc il faut raccrocher ça à des questions de transport. Et puis on a fait un troisième séminaire au mois de juin, c'était sur le territoire du Val d'Illoubigny, à côté de Rennes, sur les questions précisément du partage de la voiture, covoiturage, autopartage, avec des retours d'expérience. Et un dernier, comme vous le disiez, début octobre, sur un autre enjeu essentiel, qui nous paraît essentiel en Bretagne, c'est la question de la saisonnalité, et notamment sur les territoires littoraux. On l'a fait, et c'était bien fait exprès, sur la presqu'île de Quiberon, pour se rendre compte des difficultés que peut rencontrer un territoire comme ça, quand on s'intéresse aux questions, pas uniquement touristiques, bien sûr des questions touristiques, mais avant tout des questions de mobilité saisonnière, y compris pour ceux qui veulent ou qui voudraient travailler sur ces territoires-là. Alors voilà le cadre de nos séminaires de cette année. Je ne sais pas si on organisera d'autres séminaires l'année prochaine. Et puis il y a d'autres initiatives au travers d'appels à projets nationaux dans lesquels... On en reparlera à la fin, effectivement. Ouais. Dans lesquels on a des territoires bretons lauréats, donc on verra quel cadre on donne à tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de poursuivre des moments d'échange et de partage. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Les maîtres mots, finalement, de tout ça, c'est qu'il faut vraiment revenir, quand on s'intéresse aux questions de transport, aux questions de mode de vie. Je le disais au tout début de mes propos, c'est vraiment ça l'essentiel. Il y a notamment, il y a des petites illustrations qui avaient été proposées dans ces séminaires-là, j'y reviens pas, mais la question des modes de vie, c'est finalement quel besoin. Donc ça peut être emmener ses enfants, aller travailler, mais aussi consommer, c'est aussi faire des visites en journée ou en soirée, c'est l'accès aux soins, évidemment, c'est la question du tourisme, des visiteurs de passage. Et à chaque fois qu'on a des besoins et des publics spécifiques, il faut voir effectivement quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à ces publics-là et pour répondre spécifiquement à ces besoins-là. Et globalement, se déplacer, les questions de transport et de mobilité, c'est se déplacer mieux, avoir moins de besoins de déplacement, optimiser ses besoins de déplacement, se déplacer moins loin aussi. Et puis, être plus dans chaque voiture, c'est un véritable enjeu dans les territoires. Alban en parlait tout à l'heure, c'est évidemment essentiel. Et puis, disposer de vraies solutions de proximité. Et là aussi, on peut reparler, encore une fois, des cœurs de bourg, mais finalement, de la façon dont on pourrait rapprocher les services, les commerces, des modes de vie des habitants. Peut-être juste pour conclure sur ces séminaires que vous avez organisés, parce que ça peut intéresser les gens qui sont là, comment est-ce que vous avez fait pour identifier justement ces besoins avec les gens qui étaient en présence? Vous avez invité des experts, vous étiez entre experts, vous étiez avec des élus, vous étiez avec des opérateurs de transport. Comment est-ce que vous avez fait justement pour identifier ces besoins? Les territoires dans lesquels on a fait ces séminaires, c'est des territoires, comme je disais, qu'on accompagne spécifiquement, donc qui ont déjà eux-mêmes un cabinet d'études qui les accompagne pour justement identifier ces enjeux, ces besoins et proposer des solutions de mobilité pour construire le volet mobilité de leur plan climat. Je reviens là-dessus. Donc on avait évidemment de l'expertise au travers des cabinets d'études, on avait aussi des retours d'expérience, en Bretagne ou beaucoup plus loin d'ailleurs, des gens qui sont venus témoigner des élus, des services, des solutions diverses et variées, y compris privées. Et puis, il y a toujours deux temps dans les séminaires, moi, qui me paraissent importants. C'est les temps un petit peu descendants de retour d'expérience, même si ça peut amener des échanges avec la salle. Et puis des questions des temps de co-construction, quoi. Et c'est important que chacun se saisisse un petit peu de ça et retranscrive sur un bout de papier. Alors, il y a toujours un cadre, évidemment, à tout ça, mais c'est important que chacun puisse réinterpréter un petit peu tout ce qu'il a entendu pour se reposer les questions au regard des enjeux de son propre territoire. Okay. Super, merci beaucoup. Isabelle Mignel, Adréal, vous avez fait un travail prospectif sur la mobilité en Bretagne à 2035. Donc là aussi, plusieurs travaux, plusieurs séminaires. Et vous avez abouti, alors on verra tout à l'heure, à un film qui présente des parcours de voyageurs en 2035. Vous avez commencé par identifier les grands défis, 5 grands défis que devra relever la région pour répondre aux besoins de mobilité à 2035. Oui, c'est ça. Donc d'abord, pour vous resituer un petit peu ces travaux, Bretagne Mobilité 2035, ce sont des ateliers de prospective territoriale qui ont été organisés en 2015 par l'Adréal et les directions départementales des territoires et de la mer de Bretagne. Ça a réuni sur 4 ateliers dans chacun des départements bretons une soixantaine de participants qui étaient issus à la fois des collectivités, du monde socio-économique et de l'État.
Et puis ça a permis aussi de faire intervenir une quinzaine d'experts qui étaient experts à la fois des transports, des déplacements, des nouvelles technologies, du numérique, mais également des géographes et des sociologues, puisque on l'a dit depuis le début de cette conférence, c'est vraiment, quand on parle de mobilité, le territoire et les modes de vie qui sont les points centraux de la réflexion. Donc ces ateliers sont organisés à chaque fois un peu comme les ateliers de l'ADEME. D'abord une première partie d'apport d'experts pour donner des éclairages sur comment pourrait évoluer tout ça à l'horizon 2035. Et ensuite des travaux en atelier pour finalement partager entre acteurs sur quelles étaient les choses importantes pour une mobilité souhaitée à l'horizon 2035. Au final, dans les résultats, on ne dit pas ce que sera la mobilité en 2035, mais on a permis de faire émerger et de partager des défis à relever dès aujourd'hui pour aller vers une mobilité souhaitée à l'horizon 2035. Donc ces défis, il y en a 5. Le premier, on l'a intitulé « Façonner des territoires durables par la mobilité ». Ce premier défi, on en a déjà parlé, c'est le défi de l'aménagement du territoire. Donc à la fois un défi sur développer des infrastructures qui permettent de faciliter les modes actifs, les modes doux. C'est aussi urbaniser les lieux de transition pour faciliter le passage d'un mode de déplacement à un autre. C'est aussi, par exemple, on en parlait avec la revitalisation des centres-bourgs, penser l'aménagement de ces bourgs pour avoir peut-être besoin également d'être moins mobile ou d'utiliser plus facilement les modes doux. Le second défi, c'est le défi de saisir les opportunités du monde numérique. Donc là, c'est également un défi dont on a parlé à plusieurs reprises depuis le début de l'après-midi. C'est le défi déjà de l'ouverture des données sur la mobilité, le défi de la création de nouveaux services grâce au numérique. C'est aussi le défi de la massification des pratiques collaboratives, qui sont des pratiques qui pourraient exister sans le numérique, mais le numérique est une vraie opportunité pour les développer. Et puis, c'est le défi de certaines nouvelles technologies avec les véhicules connectés. Donc là, on améliore des modes de déplacement qui existent déjà. Et enfin, c'est aussi le défi, finalement, de la démobilité. Au lieu d'être mobile vers des services, on fait venir les services à nous. On peut utiliser, imaginons, la télémédecine ou d'autres pratiques qui permettent d'avoir moins besoin d'être mobile. Le troisième défi, on l'a intitulé « La mobilité, un droit individuel, un atout pour le collectif ». Là, c'est vraiment central. C'est le défi de la cohésion sociale, c'est le défi de l'inclusion sociale. Donc on parlait également d'inclusion numérique. Le défi 2 sur saisir les opportunités du monde numérique, il pourra réellement être réalisé uniquement si c'est possible pour tous. Dans ce défi du droit individuel et de l'atout pour le collectif, il y a aussi cet atout pour le collectif dont on a parlé tout à l'heure avec Investir en Finistère, qui est la mobilité et les facilités d'accessibilité au territoire. C'est un vrai enjeu pour l'attractivité de ces territoires. Le quatrième défi qui a émergé, c'est le défi imbriquer la multitude des solutions de mobilité. Donc là, on est vraiment sur le défi de la multimodalité. Donc à la fois peut-être développer de nouveaux modes de transport, mais aussi faciliter le passage d'un mode à un autre, et puis développer des offres de services intégrées pour que, en utilisant plusieurs modes de déplacement, on ait l'impression finalement de ne faire qu'un seul déplacement quand même, et que ce soit complètement fluide d'un point A à un point B. Enfin, un défi qui est quand même particulièrement important, dont on a parlé un petit peu, mais pas... qu'on n'a pas énoncé comme ça, c'est le défi de fédérer toutes les initiatives pour une mobilité assumée. Et pour nous, c'était le défi de la gouvernance. On a parlé, Monsieur Lahellec parlait en introduction, de travailler en commun entre les EPCI et la région. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, à la fois de fédérer les initiatives des autorités organisatrices de la mobilité, mais on peut aller plus loin également, en fédérant les initiatives, également l'émergence des initiatives privées, les initiatives associatives. Il y a toutes ces choses qui foisonnent et qu'il faut qu'on arrive à organiser ensemble pour avoir une mobilité réellement intégrée. Dans ce défi de la gouvernance, on pense
aux acteurs qui créent des solutions ou des offres de mobilité, mais on a aussi des acteurs très importants qui sont par exemple les employeurs, parce que finalement, ils sont à la fois, les entreprises sont créateurs de besoins de mobilité, parce qu'il faut aller se déplacer vers ces entreprises pour pouvoir travailler, mais on pourrait aussi imaginer que ces employeurs participent au défi de l'inclusion sociale en finançant les déplacements. C'est une réflexion globale à avoir de tous les acteurs et pas uniquement des acteurs qui proposent des offres de transport. Merci beaucoup. Donc oui, vous avez évoqué des défis et des pistes de solutions pour y répondre. Je vous propose, Jean-Marie Bonin, oui, je vous donnerai un micro, vous inquiétez pas, de nous arrêter sur les outils technologiques. On en a parlé rapidement, on en parle pas mal dans les médias, en particulier la question du véhicule autonome et du numérique. Est-ce que c'est une solution miracle pour répondre aux défis qu'on vient de poser ? Alors oui, donc moi je suis quelqu'un du technique, donc je suis un professeur d'informatique, réseau et télécom. Donc je ne viens pas du monde du transport à l'origine, mais on s'intéresse à comment ces technologies numériques s'appliquent au monde des transports pour proposer des solutions. Et pour moi, le numérique, ça ne change rien, c'est juste que ça rend les choses abordables. C'est-à-dire qu'on peut faire les mêmes choses qu'avant, sauf qu'on peut les faire de manière économiquement viable, chose qu'avant on ne pouvait pas faire. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc ça permet la mise en relation, l'optimisation, et ça permet de créer des écosystèmes ouverts entre les acteurs. Alors, les écosystèmes ouverts, ça, c'est à la condition qu'on ne laisse pas des grands acteurs prendre la main sur ces données, sur ces plateformes, et qu'on laisse l'initiative là où les citoyens s'en saisissent, et là où il y a un vrai besoin. Parce que ce qu'on observe, c'est que ces grandes plateformes, et ça c'est à peu près constant partout, ces grandes plateformes, elles résolvent le problème là où c'est rentable. Là, on a les utilisateurs solvables, là où c'est rentable. Donc au final, j'ai rien contre Blablacar, hein, c'est pas ça, ils sont en train d'évoluer, mais la première chose qu'ils ont fait, ils ont doublé des lignes de train qui existaient déjà. D'accord ? Et finalement, l'offre répartie qui offre une nouvelle solution de mobilité dans les territoires, elle n'est pas là encore aujourd'hui par ces solutions-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait d'autres modes d'initiative, et le numérique permet ça aujourd'hui. Ce n'était pas vrai il y a 10 ans, c'est vrai maintenant, parce que maintenant, toute collectivité, tout le monde a les moyens de développer son propre système, de développer des applications et de les déployer très rapidement, à très grande échelle, sauf chose qu'on ne pouvait pas faire il y a ne serait-ce que 10 ans. Donc ça, c'est un vrai bouleversement du numérique. Je ne mets pas de côté le fait qu'une partie de la population n'a pas accès à ça. Et il faut trouver d'autres manières d'offrir le service à ces personnes-là. N'empêche que même si en frontal, ces personnes n'ont pas accès au numérique, ne sont pas à l'aise avec le numérique, derrière, il y a quand même le numérique qui est là, qui permet les choses. Donc ça, c'est pour le côté numérique. Et un des aspects numériques dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui vient avec le véhicule autonome. On mixe souvent véhicule autonome, véhicule connecté. Pour moi, c'est deux choses complémentaires qui ne sont pas forcément liées. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le véhicule autonome, c'est beaucoup plus un problème qu'une solution dans ce qui nous concerne. Et aujourd'hui, on commence à avoir des grands universitaires américains qui disent « Mais attention, là, le développement de véhicules autonomes à la Uber ou à la Tesla, c'est une catastrophe. Ce qu'on va faire, c'est que les gens vont aller habiter plus loin encore, donc faire plus de kilomètres. On va avoir des voitures qui vont circuler à vide, donc on va réduire le nombre moyen de personnes à bord des véhicules. C'est exactement l'opposé de ce qu'il faut faire. Et pour moi, aujourd'hui, toute solution qui consisterait à attendre le véhicule autonome, sauf pour les centres-villes, qui est un cas particulier, est une solution. C'est la mauvaise manière de faire. Ce qu'il faut faire, c'est développer l'usage du partage, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de partager le véhicule, que ce soit en espace, c'est-à-dire plusieurs personnes à bord, ou en temps, plusieurs familles qui partagent le même véhicule. Il n'y a pas d'autre solution que ça, et on peut le faire dès aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre qu'il soit autonome. Quand il sera autonome, ça permettra de développer d'autres usages, d'augmenter le service. C'est juste un moyen d'augmenter le service à coût raisonnable. C'est ça que ça va apporter l'autonomie à terme. Alors on met de côté je mets quand même de côté le cas du centre-ville, où ce qui va se passer, c'est que relativement rapidement, on va fermer les centres-villes aux voitures. Les particuliers auront probablement plus le droit de conduire dans les centres-villes, et on va avoir des centres-villes avec des navettes autonomes. Mais ça, c'est un cas très particulier de centre-ville, probablement que de grandes villes, parce que les autres ne pourront pas s'offrir ce genre de solution à court terme. Et parce que ce n'est pas adapté, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes, hein, déjà. Et donc c'est ça qui va se passer. Donc on a deux voies. Le véhicule autonome qu'on annonce n'arrivera pas avant le véhicule autonome tout le temps dans toutes les situations n'arrivera pas avant 2035, 2040, et encore on ne sait même pas si ce sera viable économiquement. D'accord. Donc très bien.
Merci beaucoup. Alors, je vous propose, dans le projet que vous avez mené à l'Adréal, vous avez réalisé un petit film pour donner à voir justement les parcours d'usagers. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, c'est ça. En fait, au cours des ateliers de travail, de co-construction, les participants ont fabriqué des portraits de voyageurs du quotidien. Et donc là, on a traduit en film. Voilà. Et donc on vous propose un extrait de ce film avec le portrait d'une voyageuse du quotidien. Alors, je me décale pour que vous puissiez voir. Nouvelle mobilité en temps réel. Il est 5 h du matin à Brest, quand Catherine appuie sur le bouton covoiturage de sa montre connectée. Dans la minute, elle reçoit 6 propositions de covoitureurs pour l'emmener à Morlaix, où elle travaille comme agent polyvalent au magasin éthique leclic.bzh, producteur-distributeur de produits de la mer. Après plusieurs heures de préparation, Catherine et toute l'équipe ont finalisé les 40 plateaux de fruits de mer. Il est 11 h quand elle voit dans le ciel les premiers drones envoyés par son client. Une bonne idée pour gagner du temps et acheminer l'ensemble par voie aérienne directement à Saint-Brice. Mais dans la matinée, elle reçoit une alerte lui indiquant que faute de connexion à cause de la panne qui secoue la commune, le drone est bloqué à 15 km de Saint-Brice. Catherine prend en charge la résolution du problème. Elle reprogramme le drone et l'envoie sur le trajet d'un taxi multifonction hybride, hydrogène solaire, transport de personnes et de marchandises, jusqu'à 9 places. Le taxi accepte de récupérer la marchandise. Solidarité en mer. Merci. Vous pouvez retrouver le film intégral sur le site internet de l'Adréal. Alors, oui, il faut parler plus près. Oui, on voit quand même que là, la technologie quand même a l'air d'apporter un certain nombre de réponses à ces pratiques dès 2035. Tout à fait, mais ça apporte aussi des problèmes. On voit qu'une solution technologique toute seule ne peut pas toujours répondre à tous les cas de figure. Donc oui, cet extrait, voilà, ça n'a pas vocation à vous dire ce que sera la mobilité en 2035, ça a plutôt vocation à interpeller et à questionner les défis dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, ça illustre plusieurs des défis qu'on a pu voir précédemment. Par exemple, pour commencer, on a le défi de saisir les opportunités du monde numérique. On voit que Catherine, qui n'a pas de voiture, peut instantanément trouver un covoiturage et que du coup, ça résout complètement ses difficultés de déplacement. On a aussi le défi du droit individuel et de l'atout pour le collectif, avec donc cette inclusion sociale pour Catherine qui, vu ses faibles ressources, n'aurait pas eu les moyens d'aller travailler tous les jours à Morlaix si elle ne pouvait pas avoir accès à ce covoiturage et si son employeur ne finançait pas ses trajets de covoiturage. Alors là, c'est peut-être pas de la science-fiction totale, il faut voir ce que contient la loi d'orientation sur les mobilités, mais a priori, il y aurait un volet qui justement permettrait à l'employeur de financer les déplacements domicile-travail en étant exonéré de charges. Voilà. C'est une des pistes en tout cas. En effet, donc on voit qu'on n'est pas dans la science-fiction. Voilà. Il y a des choses qui peuvent trouver des solutions dès aujourd'hui. Par rapport à ces défis, on voit aussi qu'on a le défi donc, de la gouvernance avec ces employeurs donc, qui peuvent participer aux frais de leurs employés, même en covoiturage. Et puis, pour finir, le défi de la multimodalité, d'imbriquer toutes les solutions de mobilité et de ne pas miser que sur une seule solution, finalement, avec cette nouvelle technologie qui est le drone, qui peut aussi tomber en panne. Et donc, faciliter ces transitions, garder une possibilité de transition entre ces nouvelles technologies et un taxi qui passerait par là et qui en plus les taxis se seraient développés d'ici là et prendraient à la fois des personnes et des marchandises. Voilà, garder, ne pas tout miser sur une seule solution et puis garder cette possibilité de faire le lien entre les différents modes pour pouvoir continuer à développer la mobilité. Okay. Merci beaucoup. Alors maintenant je m'adresse aux élus qui sont avec nous. Je suppose que les défis, les enjeux qu'on vous a présentés ici doivent résonner aussi dans les préoccupations que vous avez. On présente là des outils techniques et technologiques qui paraissent comme ça assez avant-gardistes. Cela dit, vous, dès maintenant, vous commencez à réfléchir, à programmer cette mobilité de demain. Quelles sont vos réponses ? Tout d'abord, une petite réaction. Dans 17 ans, on se marie encore et on mange encore des fruits de mer. Donc tous les espoirs sont permis, malgré tout, parce que voilà, quand on évoque ces sujets-là, et on le voit beaucoup au travers des interventions qui ont eu lieu cet après-midi, on a l'impression de quelque chose de très pesant qui va nous embarquer dans quelque chose qui nous échapperait. Pas du tout.
Pas du tout. Quand le département du Finistère commence, le conseil général à l'époque, commence à faire des aires de covoiturage, on est en 2003. On nous regarde d'ailleurs en nous disant « Ah bon, vous allez faire ça, vous allez mobiliser du foncier pour faire des aires de covoiturage. » Oui, on va le faire et on va même continuer à le faire. Sur l'aventure de WestGo, parce qu'on y est passé, somme toute, assez rapidement. C'est quoi WestGo? 3 métropoles, 2 régions. L'État, bien évidemment, le conseil régional qui a levé le doigt tout de suite en disant bien évidemment on y va, l'ADEME qui a été présente. C'est au nom de quoi? Au nom de quelque chose qui était extrêmement simple, qui était de dire la congestion urbaine aujourd'hui dans les métropoles de Rennes et de Nantes ne peut pas être assumée, ou en tous les cas, si elle peut être assumée, elle peut être assumée avec 1 ou 2 personnes supplémentaires dans les voitures, et dans ces cas-là, on règle les questions de congestion. On les règle. Une personne, le vice-président de Rennes Métropole dit ça très bien, dans le plan de déplacement urbain qu'ils ont fait, 1 personne de plus dans chaque véhicule, et on résout la question de la congestion. Et nous, qui disions dans les départements, écoutez, nous on est confrontés, pour les jeunes et les moins jeunes, à quelque chose qui est juste central, c'est l'accès à l'emploi et l'accès à l'insertion. Et nous, on sait qu'on aura beau développer du transport collectif, il y a un moment donné, là, les derniers kilomètres qui sont à accomplir, on ne peut pas les accomplir. Et donc, quand Gérard évoquait au début de son propos le fait de fédérer des collectivités, WestGo, c'est le produit de cela. Et quand aujourd'hui, à l'échelle de 2 régions, des intercommunalités viennent se raccrocher à ce projet pour dire ça nous intéresse parce qu'il faut qu'on développe ce service aux habitants, on voit bien que, et d'ailleurs je salue la présence de plusieurs collègues conseillers départementaux dans cette salle, puisque nous avons travaillé ici ce matin un rapport qui passe lundi prochain sur le fait de développer les outils numériques qui conviennent, à la fois la preuve de covoiturage, puisqu'on est à peu près sûr désormais que demain, on pourra aussi fiscalement avoir des choses qui pourraient être retenues par les divers contrôles qui pourraient en être faits, mais bien évidemment nos applications mobiles et tout cela. Donc on voit, monsieur, moi j'ai beaucoup aimé dans ce que vous avez dit, ne pas attendre. On ne peut pas attendre. Quand on nous dit que les véhicules autonomes, c'est pour dans 3 ans, en 2021, je parle sous le couvert de celle qui était à cette commission à Paris il y a quelques semaines et qui m'a fait un peu frémir quand on en est revenu. Alors je vous raconte l'anecdote parce que c'en est une, mais franchement, si c'est ça l'avenir, je veux bien qu'on nous explique. Laetitia, qui est ici dans cette salle, participe aux travaux nationaux, aux travaux des groupes de travaux qui sont nationaux sur la voiture autonome. Et donc, elle est revenue avec une idée extraordinaire parce que les scientifiques ont eu une idée super, géniale. Figurez-vous que pour faire circuler les voitures autonomes, il va falloir peindre les routes en noir pour pouvoir faire des bandes blanches par-dessus, pour que les voitures puissent bien épouser, évidemment, et répondre aux différentes... voilà. Donc là, on s'est dit, il faut se calmer, il faut à un moment donné que le progrès scientifique qui arrive, il se colle aux réalités. On est sur 450 000 kilomètres de routes secondaires dans ce pays. Imaginez le coût d'un tel... voilà. Alors, on me rappelle qu'aux États-Unis, c'est Tesla qui l'a payé, mais avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, cet étalement urbain qui est redoutable aujourd'hui, et dont on essaye de se garder. Et c'est pour ça que quand on évoque la mobilité de demain, on évoque d'abord celle d'aujourd'hui, parce que les personnes suivies en insertion, vous savez, celles dont on considère qu'elles ne sont rien, ou elles ne permettent pas, ou elles n'auraient pas envie d'accéder à l'emploi. Hein, je mets quiconque au défi de se dire qu'avec 500 € par mois, on est content et on n'a pas envie de voir devant. Eh bien, on en a effectivement plusieurs milliers qui ont besoin d'avoir ces solutions du quotidien et de le faire dans cette idée d'auto-partager, puisqu'on le voit. Enfin, quand on vient à 5 dans une voiture, parce que c'est le max qu'elle puisse supporter, on ne va pas se mettre à être à 8 ou 10 comme dans certains pays, parce que là, on prend quand même des risques sérieux, et puis ce n'est pas ça le sujet. Mais on est bien là sur quelque chose qui est important. Mais pendant qu'on s'occupe de tout ça,
la présidente vous l'a rappelé tout à l'heure, nous ne lâcherons pas sur la question des infrastructures. Dans ce pays, l'aménagement du territoire est un parent pauvre depuis très très longtemps, à vrai dire. Ça fait 20 ou 30 ans qu'on ne fait pas les bons choix. On ne fait pas les bons choix. Et donc, on fait reposer systématiquement sur la génération qui arrive le fait de ne pas les avoir faits. Alors, on peut considérer, il y a plein de choses qui feraient que ce n'était pas possible, ça coûte trop cher, etc. Je ne sais pas si ça coûte trop cher. En tous les cas, la présidente nous l'a très bien dit d'emblée. Elle a dit, si on donne aux territoires les moyens de leur développement, ils se prennent en main. Et ils ne demandent plus rien à personne. Donc, l'idée que l'aménagement du territoire, je vous ai bien entendu, Monsieur Clos, sur le fait qu'on ne réduira pas ou on n'arrivera pas à réduire, on pense qu'il y a encore un petit peu de marge, notamment sur quelque chose que Françoise Lelanne disait tout à l'heure et qui est très important. C'est que quand on va parler, par exemple, du ferroviaire et du lien qu'il doit y avoir entre sans doute le déplacement de la gare de Brest auprès de l'aéroport. Si on parle de ça dans 20 ans, il faudra bien qu'on continue à renforcer la ligne qui est là, celle qui passe sous nos yeux, pour laquelle on a fait 80 millions d'euros d'investissement. Mais il en faut beaucoup plus, il en faut entre 3 et 500 millions pour l'électrifier complètement. Et à partir de ce moment-là, on est capable à la fois de relier la Cornouaille à Brest-Guipava et on est capable de relier dans de meilleures conditions Brest à Nantes. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental et pour lequel nous aurons du mal à nous faire entendre, puisqu'on nous explique qu'on est déjà servi et qu'a priori, l'avion viendra résoudre tous nos problèmes. Dans la question de l'avion et de l'accès à l'avion, je ne sais pas, parce qu'on doit avoir, c'est le président de la métropole qui dit ça, de notre métropole qui dit ça souvent, qu'on a le prix du voyage le plus cher de toute la France avec Nice, je crois. Brest-Paris et Paris-Nice, ça doit être, c'est vraiment des montants considérables, et je ne vous parle pas de Quimper notamment, qui est encore bien supérieur en termes de montant. Donc l'avion ne peut pas être la solution absolue. Il l'est pour des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ils vous disent bien qu'ils ne feront pas autrement. Donc il faudra à la fois trouver ces mix de solutions du quotidien. Et il y a eu quelque chose de très important que nous avons fait il y a bientôt 3 ans, qui est le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Et à ce moment-là, on a réuni des centaines de personnes. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont été réunies et qui ont répondu à des questionnaires pour dire quelles étaient leurs préoccupations du quotidien. Et sur la question du transport, on s'est rendu compte de quelque chose qui nous est apparu assez terrible, c'est la méconnaissance de l'offre. C'est-à-dire qu'on partait du principe qu'à partir du moment où l'offre existait, elle était connue. Eh bien non, elle n'est pas connue, et comme elle n'est pas connue, elle n'est évidemment pas utilisée. Mais on a aussi déliré parce que les gens disaient dites-nous dans quelques années ce que vous voulez que ce soit. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à l'Opérette, mais il y en a qui étaient dans la salle avec moi, donc entre un téléphérique entre Brest et la presqu'île de Crozon, par exemple. Ou bien la Silicob Valley qui avait... on voit qu'on déborde d'idées. On nous a dit tout au long de la journée qu'on foisonne d'initiatives. Le département en a pris un certain nombre, notamment parce que son réseau routier, le réseau routier, les 3500 km de route dont on parle, le réseau routier départemental, est évidemment un constitutif du développement du Finistère. Et il nous appartient à la fois de le sécuriser, parce qu'on est d'accord que l'un des sujets majeurs que nous avons sur les questions de route, sur des véhicules qui ne sont pas autonomes et qui ne vont, qui vont peut-être pas le devenir tout à fait tout de suite, c'est bien la question des comportements. Et les comportements routiers, aujourd'hui, nous amènent à sécuriser des routes de façon... c'est juste assez fou d'imaginer, on est un pays très riche, pour réussir à mettre parfois 10 millions d'euros dans de la sécurisation de routes où l'analyse démontre que c'est le comportement des individus, pas la route, mais bien le comportement des gens qui considèrent qu'ils doivent rouler très vite. Et le réseau routier, c'est bien évidemment de la sécurité routière, c'est de l'appel au comportement, c'est de l'entretien. Mais quand on voit à quel point
quand on est sur ces axes de développement-là, il y a vraiment des comportements difficiles, hein, y compris pour les agents. Il y a plusieurs centaines d'agents dans ce département qui entretiennent les routes et qui sont pris à partie par les automobilistes de façon considérable. Donc je ne sais pas où se situe l'avenir, mais l'avenir, il est dans le respect de l'autre et dans la bienveillance. On n'en prend pas le chemin. Vous avouerez que la violence que nous côtoyons partout et tout le temps désormais, qui fait partie de notre quotidien, ne va sans doute pas disparaître. Mais il y a là ce lien. Alors j'ai entendu monsieur Daniel Cohen qui vient de sortir un livre sur l'intelligence artificielle et sur la façon dont ça va reconvoquer notre rapport au temps. Notre rapport au temps. Parce que vous veniez, et c'est là où je voulais en venir, en terminer, c'était sur la question des données. Je crois que cette révolution numérique qui est à portée, voilà, qui est là, il faudra effectivement ne pas faire n'importe quoi avec ces données. On avait eu ces discussions-là lorsqu'on a fait WestGo, parce que données publiques, voilà, on ne voulait pas les donner à Blablacar, en clair, qui les voulait, hein, qui levait le doigt pour les avoir, il n'y avait pas de souci. Sauf que voilà, l'initiative publique a encore du sens. Vous comprendrez bien dans ce qu'a dit Gérard Laillec tout à l'heure et qui va sûrement conforter, j'imagine, parce que je le connais assez pour savoir qu'il ne va pas dire à 14h, enfin à 17h, quelque chose qu'il n'a pas dit à 14. Mais en tous les cas, que c'est cette fédération entre des collectivités et des collectivités territoriales et des intercommunalités, c'est le sens de l'avenir et ça n'enlève rien et ça va conforter toutes les initiatives citoyennes qui se jouent en complémentarité. Mais il devra y avoir des réponses publiques à tout cela, au risque. Parce que vous avez employé quelque chose, madame, qui m'a beaucoup marqué. Vous avez parlé de mobilité souhaitée. Ça voudrait donc dire qu'il pourrait y avoir de la mobilité subie, comme une mobilité assumée, avez-vous dit, où elle pourrait donc être forcée. Et donc, on n'oublie jamais que quand on parle des questions de mobilité, on parle aussi des questions de liberté et des questions de liberté d'un individu de se déplacer. Donc aujourd'hui, il est sans doute très plaisant de faire un certain nombre de procès entre les uns et les autres. C'est très, très, très... ça fait un petit moment qu'on y est désormais. Mais ce que l'on sait, en tous les cas, c'est que ces questions de mobilité vont nécessiter des prises de conscience à tous les niveaux, y compris, et ça, c'est tout le travail qui est fait auprès des collégiens également, qui est essentiel pour nous, parce que les collégiens, mais je sais que pour le lycée, dans les lycées, c'est pareil, Gérard, et puis dans les écoles, vous prenez des initiatives aussi dans les écoles, dans les communes. Je regarde là, parce que j'ai deux maires devant moi, donc M-A-I-R-E-S. Et donc en tous les cas, tout ça ne viendra que... Il n'y aura pas de baguette magique et il n'y aura pas de grand soir de la mobilité. Par contre, il y a des initiatives publiques qui doivent être fortes et voilà, et le soutien à toutes ces initiatives autant qu'on le peut en tous les cas. Gérard, je te passe la suite. Merci de faire la transition, effectivement. Je vous passe la parole. Vous avez déjà évoqué en introduction les actions de la région et les questions que vous posiez. Là, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, vous, à la région, vous avez un rôle alors, je ne sais pas si on peut dire de chef de file, mais de coordonner la politique régionale. Vous le traduisez dans le SRADET. Comment est-ce que vous avez traduit tous ces enjeux dont on vient parler dans le SRADET et comment est-ce que vous travaillez avec les différentes collectivités du territoire ? J'ai écouté attentivement ceux qui viennent de me précéder là, et en vous écoutant, j'ai pensé à quelqu'un qui a écrit exercice périlleux que celui de la prospective. Et ce monsieur-là s'appelait Paul Valéry et il écrivait ça en 1932, je crois. Donc ce qui veut dire qu'au fond, et puis il rajoutait d'ailleurs dans la préface de son ouvrage, je crois, de mémoire, le temps du monde fini commence et on entre dans l'univers du cognitif, de la connaissance, etc. Au fond, Paul Valéry nous avait avertis déjà en 1932,
de la portée et des limites du prospectif. Donc je crois qu'il ne faut pas trop avoir peur. Personne n'a peur ici, on est tous rassurés, mais se projeter, c'est toujours bon, parce que si on ne se projette pas, il n'y a pas non plus d'utopie concrète. Et pour moi, les utopies concrètes sont nécessaires si on veut faire avancer la société dans le bon sens, dans plus d'humanité, plus de bien-être, au fond. La finalité, c'est quand même l'humanité. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et donc, comment est-ce que vous traduisez cette utopie alors, oui, mais je vais y venir, parce qu'on ne peut pas se passer de choses fondamentales. Il faut des choses fondamentales, parce que, après tout, vous savez, un petit truc comme une carte Corrigo, vue par le Kidam, c'est un morceau de matière plastique qu'on a dans la poche, point final. Ça fait 13 ans qu'on travaille dessus, donc chacun aura compris que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, conceptuellement. Je vais y venir. Donc ça, c'est un premier constat. Ensuite, quand il disait « le temps du monde fini commence », ben dans le monde fini dont il parle, ben il y a ce qu'on peut pressentir, ce qu'on sait, et puis il y a ce qu'on ne sait pas. Je le dis dans ces termes-là. Il y a par exemple un chiffre que moi j'ai relevé il y a 3 semaines, une enquête Ipsos qui nous dit que le trafic aérien va être multiplié par 2 en 2035. Et toutes les chaînes de construction d'avions sont en train de faire des avions dans la perspective où en 2035, on aura non plus 3 milliards 800 millions de passagers, mais on en aura 7 milliards 600 millions en 2035. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Vaste sujet de philosophie. Hein. Je ne suis pas sûr que... Moi, j'ai rencontré des gens hier qui m'ont dit qu'ils allaient aller assez loin d'ici en vacances pour 20 € chacun en avion. C'est un truc complètement dingue. Ça n'a plus de prix, ça n'a plus de... Vous voyez? Donc ça, c'est pas... Ça, c'est un truc qui est impensable. Et pourtant, ça existe. Et est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que c'est bon pour le repos de ces gens-là? Est-ce qu'ils vont passer de bonnes vacances? Je leur souhaite, évidemment. Mais ça n'écrit pas l'histoire, tout ça. Voilà. Moi, je le positionne comme ça. Voilà. Il y a aussi les risques qu'on peut pressentir. Et le risque, ça peut être celui... aussi des inégalités d'accès, etc. Il n'est pas écrit dans l'histoire que Catherine, demain, trouvera spontanément la générosité publique ou privée pour résoudre... c'est pas dit. L'histoire ne peut pas nous dire ça. Ça va dépendre. Peut-être bang oui, peut-être bang non, mais c'est pas sûr. Non. Moi, je ne suis incapable de dire ce que sera cette société-là demain. Donc, par conséquent, j'essaie de peser sur les contradictions aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux demain. Ça s'appelle faire un peu de politique. Et le terme politique ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot. Donc, j'en viens maintenant au concept. Non, mais si on ne donne pas le sens de l'action publique, ben on est tous pareils. Moi, je suis pour qu'on soit là, aimons-nous les uns les autres. Hein. Moi aussi, on m'a appris ça et je suis d'accord avec ça. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, conceptuellement, il n'est pas exact de dire que les choses seront pareilles selon que l'on agit dans un sens ou dans un autre sens. Soit je définis un concept qui est un concept fondé sur la volonté de mettre nos sociétés en réussite et les gens qui l'habitent en réussite, soit je fais le choix de l'égoïsme, du laisser-faire, du marchandage, du marchand, etc., etc., etc. Ma conviction est que dans les sociétés humaines, on est toujours en recherche de mieux, de partage, de solidarité. On en a besoin. Seul, on n'est rien dans ce monde. On a besoin d'autrui pour sa santé, pour se déplacer, partager la voiture, protéger notre planète pour la vie des générations futures. C'est ça le SRADET. Il n'y a rien de plus fondamental. Mon rêve, c'est d'en faire un sujet populaire
Et mon désespoir, c'est que j'arrive pas à en faire un sujet populaire. C'est ça mon problème, le SRADET. Parce que c'est un truc un peu trop techno, si vous voulez, mon point de vue. Il est trop techno, il est trop il faut il faut que ça devienne une vraie question de société. C'est ça mon problème. Et j'aimerais, moi, faire partager quelques trucs. J'aimerais que le concept soit celui qui a prévalu sur la carte Corrigo, qui est un morceau de plastique vu de loin. Donc c'est pas grand-chose. Sauf que pour le mettre en place, il a fallu créer les conditions pour le conceptualiser, pour permettre aux territoires qui étaient prêts de le déployer et de veiller à ce que les autres territoires qui n'étaient pas prêts puissent l'intégrer quand ils l'ont décidé. Il y a des collectivités ici, dans le Finistère, qui sont pour Corrigo, qui ne sont pas encore dedans, mais on veille à garder la porte ouverte pour qu'ils l'intègrent. Ça n'empêche pas les métropoles d'avancer sur leurs projets, de définir des services, de faire... Vous voyez ce que je veux dire? Donc le concept politique que je veux, voyez-vous, il n'est pas partisan en termes de parti pris, mais il a un sens. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire partager. Et donc, parce que, voyez-vous, je répète toujours cette formule qui est peut-être qui prête à sourire, mais il pleut toujours où c'est mouillé. Et ça, c'est le deuxième aspect. Il pleut toujours où c'est mouillé. Moi, j'aimerais bien qu'il pleuve un peu où c'est sec aussi. Ben oui, parce que le marché, là où il vient alimenter le marché, et puis il y a des choses qui se passent. Et là où il n'y a pas grand-chose, moi, je n'ai pas grand monde, moi, je n'ai pas de problème à Plufur. Hein. Moi, je n'ai pas trop de transport, je ne suis pas... Non, je n'ai pas de problème. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus, et me connecter à d'autres. C'est une question, je répète, elle est à mon sens fondamentale. Et donc, il faut parvenir à faire du travailler ensemble le moteur. Pourquoi le moteur? Parce que dans la loi l'homme, il n'y aura pas tout, et parce que du pognon, on n'en aura pas spontanément. Il faut arrêter de se raconter des histoires, il faut parler clairement. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut renoncer. Donc on ne se met pas dans une situation de renonce. Moi j'adore quand on me dit c'est impossible. Moi on m'a expliqué, Gérard Lahellec, tu es un fou. Tu développes le TER comme un malade, il y a des trains partout, tu mets des millions, tout ça, mais tu vas aggraver le déficit, la dette. Ben oui, je suis un mauvais politique puisque j'ai de l'ambition publique. Sauf qu'en développant le TER en Bretagne en 14 ans, on a multiplié par 2 la fréquentation, rénové le parc et acheté plus que ça, et on a diminué de 49% la subvention moyenne par voyage. Ce qui veut dire que nous avons engagé ainsi un processus vertueux de baisse tendancielle de la dépense publique. Est-ce que vous avez entendu plein de journaux économiques parler de ça? Mais non, jamais vous n'entendrez parler de ça. On vous dira toujours qu'il faut renoncer. Moi, je vous dis non. Grâce à ça, on peut enclencher ce processus. Alors, donc, c'est un combat. Merci beaucoup. Alors, on a pris pas mal de retard, mais justement, sur enclencher le processus et accompagner les collectivités, rapidement, l'ADEME, vous accompagnez des collectivités via des appels à projets, et puis rapidement ensuite, l'ADREAL aussi, vous nous présenterez le projet que vous venez d'initier. Oui, effectivement, pour être concis, notre rôle ADEME, il est celui de... On est un peu un des bras armés de l'État pour mettre en œuvre la transition écologique dans les territoires et par un autre volet aussi dans les entreprises. Donc effectivement, on a un certain nombre d'appels à projets qu'on conduit sous la direction du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui est un de nos ministères de tutelle. Et donc l'ADEME, opérateur de ces appels à projets, ça prend pour le moment 4 formes différentes. Il y a eu un premier appel à projet sur les territoires innovants en matière de mobilité, TENMOD, voilà, qui s'inscrit dans une démarche plus globale de French Mobility. Ouais. Peut-être que du coup là les gens, le temps passe et je ne suis pas sûre que les gens puissent prendre en note. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourra retrouver ces appels à projets pour les gens qui sont sur le site de l'ADEME national, okay. Voilà. Simplement pour vous dire, il y a déjà un coup parti avec un premier appel à projet et sur 26 lauréats en France, on a 4 lauréats en Bretagne. C'est quand même et donc il y en a notamment un dans la salle, voilà, Concarneau-Cornouailles Agglomération pour le citer. C'est des démarches vraiment importantes. C'est pas des territoires qui partent de rien, c'est des territoires qui ont engagé des initiatives et qui se voient valoriser au travers
le fait d'être lauréat d'un appel à projet, leur engagement dans une démarche, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Il y a une deuxième vague de cet appel à projet avec des candidatures qui devaient être remises fin octobre. J'en ai 2 autres. J'espère qu'on aura aussi de nouveau des lauréats. Ça, c'est le premier appel à projet. Et puis, on verra sur l'année prochaine quelle tendance ça prend. Mais ça donne un signal assez intéressant qui est le ministère met des moyens au travers de l'ADEME pour accompagner les territoires et des Finance initiatives. des territoires via ces appels à projets. Et sur des initiatives innovantes. C'est vraiment le sens de cet appel à projet. Il y a un second appel à projet qui là, a vocation à brasser sans doute beaucoup plus de territoires, qui est autour du vélo, la pratique du vélo dans les territoires. On sait qu'on a beaucoup de retard en France, et donc le plan vélo gouvernemental qui a été annoncé en mois de septembre par le Premier ministre quand il était en déplacement à Angers, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, et l'ADEME y contribue au travers d'un appel à projet qui a pour vocation, je le fais très rapidement, d'accompagner la mise en place de schémas directeurs dans les territoires, d'accompagner des études de faisabilité pour un certain nombre d'itinéraires, notamment quand il y a des points durs, des franchissements d'obstacles ou d'infrastructures routières qui sont problématiques, et puis d'accompagner la mise en place de services d'animation autour du vélo dans les territoires. Ça, c'est l'appel à projet vélo, sur lequel c'est en cours, mais on aura sans doute pas mal de répondants. Et donc voilà, et c'est vraiment un axe important. Le plan vélo, il est beaucoup plus vaste que ça, hein. L'État se donne aussi des moyens au travers d'autres opérateurs que l'ADEME de financer les infrastructures cyclables et de mettre des priorités sur les financements d'infrastructures. Ce ne sera pas l'ADEME l'opérateur, mais on vient en complémentarité au travers de l'aide aux études notamment. Un troisième appel à projet, c'est celui du gaz naturel véhicule, un des vecteurs énergétiques, on sait, à l'avenir. On a déjà en Bretagne beaucoup d'infrastructures de recherche pour véhicules électriques. On a quelques stations déjà pour le déploiement de stations de gaz naturel pour les véhicules, plutôt pour les véhicules lourds. Et donc il y a aussi un appel à projet qui a été lancé par l'ADEME à ce titre-là. Les syndicats départementaux d'énergie sont dans cette dynamique-là, le SDEF évidemment parmi eux. Et il y a à nouveau d'autres nouvelles stations qui vont être programmées grâce au fait d'être lauréat de cet appel à projet. Là aussi, ça montre bien qu'il n'y a pas une solution, mais il y a l'électrique, il y a le GNV, peut-être demain l'hydrogène. Il y aura aussi un appel à projet d'ailleurs hydrogène qui vient d'être lancé par l'ADEME également. Et puis il y a des questions du covoiturage sur lesquelles effectivement c'est pas un appel à projet qui s'adresse au territoire directement, mais l'ADEME est contributeur des travaux sur la preuve de covoiturage dont il y a des questions tout à l'heure. Merci beaucoup. Et pour conclure, donc la DREAL Bretagne, vous lancez le MOB Lab. Alors, c'est un laboratoire d'innovation sur la mobilité. En fait, c'est issu des travaux de Bretagne Mobilité 2035. On a vu au cours de ces travaux qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui intervenaient et qui avaient envie de continuer à travailler ensemble et de continuer à fédérer toutes ces initiatives. On a donc lancé depuis 2017 en fait, ce MOB Lab qui réunit des acteurs bretons de la mobilité et qui a pour vocation de faire émerger, de faciliter, d'accompagner, voire de porter directement des projets d'expérimentation en matière de mobilité, donc innovants et centrés sur les usagers. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce laboratoire sur le site moblab.fr. C'est aussi un site qui a vocation à partager toutes vos expériences. Donc, comme je sais que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui portent des initiatives très intéressantes en matière de mobilité, n'hésitez pas à partager sur ce site, il est là aussi pour vous. Merci beaucoup. Alors, comme on a pris beaucoup de retard, parce qu'on a repris en retard après la pause et qu'on a eu beaucoup de choses à dire pendant cette table ronde, je pense qu'on n'a pas le temps de prendre des questions. Voilà. Sauf s'il y a des questions, on peut se débrouiller pour aller vite sur les conclusions, même si on a Martin Clos qui a pris des notes. Prenez un micro, présentez-vous s'il vous plaît. Effectivement, la question de l'intermodalité, elle est centrale. Hein. C'est la question du premier ou du dernier kilomètre que vous évoquez, ou en tout cas des premières centaines de mètres ou des dernières centaines de mètres. Et il y a quand même une tendance assez lourde en ce moment, qui est celle du développement des autres instruments de mobilité. Je ne trouve pas exactement le terme, autour de la trottinette, autour de tout ce qui tourne autour de ça. Ça pose micromobilité, on micromobilité, merci. Voilà. Alors ça pose évidemment la question de l'intermodalité, c'est évidemment pratique à transporter avec soi. Ça pose aussi d'autres questions, et Madame évoquait tout à l'heure les questions de sécurité routière, et donc ça pose aussi la question pour moi centrale, à laquelle on ne s'est pas encore complètement intéressé, qui est celle du code de la route, ou plutôt du code de la rue, qu'il faut vraiment mettre enfin en marche en France et engager pour donner une vraie place aux autres usages de mobilité. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ou réaction dans la salle? Sinon, on peut... Monsieur.
Oui, bonjour Patrick Tanguy, maire du Juc. C'est vrai que je reviens sur ce que vous disiez, la personne de l'ADEME, excusez-moi pour votre nom. Vous parliez de l'autopartage et de la problématique en milieu rural. Parce qu'en fait, c'est intéressant d'inverser le sens de la lorgnette, de regarder l'autre bout. Et quand on est dans le milieu rural, l'autopartage, tout à l'heure on parlait de covoiturage, on parlait de je prends ma montre connectée et 6 personnes autour de moi qui s'en vont. Bah ouais, parce que quand on vit dans une métropole ou une ville de 150 000 habitants, il y a 6 personnes autour qui vont faire le même trajet que nous. Quand on est dans une commune rurale, il n'y a pas 6 personnes. Et la problématique de l'autopartage, en fait, Armel, tu te rappelles qu'un jour je t'ai présenté un petit dossier. J'ai eu l'occasion de remettre en main propre en 2015 un dossier, une idée d'autopartage qui ressemble, vous connaissez sans doute le projet de Tinge-Bray dans l'Orne, donc copier-coller avec Mopizy. J'ai remis ce document en main propre à monsieur Bolloré. J'avais l'occasion de le lui donner. J'ai eu contact avec ses responsables mobilité. L'idée, c'était de créer un système d'autopartage dans une commune rurale. C'est ce qu'a fait Mopizy et la commune de Tinge-Bray, dans l'Orne. 1200 habitants, au départ 2 voitures en autopartage, puis 4, puis 6. Aujourd'hui, c'est toute leur collectivité qui est équipée. Je regardais tout à l'heure, 5 € la matinée, 8 € la journée. Et je tapais, pour rigoler, parce que je ne trouvais plus le nom de Mopizy, je tapais Tinge-Bray autopartage sur mon smartphone et la réponse, Renault Mobilité. Voilà. Et là, c'est vrai que je te rejoins aussi, Armel, parce qu'effectivement, là où on se dit, on a envie de développer, qui développe le service, et on voit que le privé y va à fond, parce qu'effectivement, que ce soit Blablacar ou Renault, ils vont développer là où c'est rentable, mais nous, on pourra toujours attendre d'imaginer quelque chose. Oui, c'est la raison. Hein. Je ne l'ai pas dit, j'ai été un peu vite sur l'extension de Westgo qui va être votée là ces prochains jours. On va être aussi sur du covoiturage dynamique, c'est-à-dire qu'une personne qui dit moi, je découvre que je dois partir d'ici à 17h10, est-ce qu'il y a quelqu'un autour qui est intéressé à ce que je l'embarque pour le ramener vers telle destination? Donc, cette question que soulève Patrick Tanguy est essentielle, puisque par nature, on sait que dans toutes les zones qui sont fortement et densément urbanisées, les réponses seront trouvées. Ce qui se joue aujourd'hui beaucoup dans ce que l'on entend, c'est le fait de se dire pourquoi est-ce que... Moi, je vois des gens qui estiment qu'ils sont des sous-citoyens. Des sous-citoyens dans ce département parce qu'ils n'ont pas accès à un certain nombre de services, parce qu'ils n'ont pas... Voilà. Et la disparition, ça a été dit tout à l'heure, des services publics, notamment parce que la question avait été posée tout à l'heure sur le nombre de gens qui pouvaient être connectés à un ordinateur. Et 80%, les 20%. Ce qui nous a été dit, c'est que 60% des gens de ces 20%, 60% de ces 20% trouvaient une réponse dans leur environnement. Nous, ce qui nous importe au département, c'est d'apporter les réponses aux 40% qui, eux, n'ont pas de réponse. Et c'est ça que nous faisons avec les intercommunalités aujourd'hui au travers des réponses du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Mais voilà, c'est un long challenge, mais merci de rappeler que d'autres, pour tout d'ailleurs, c'est valable sur tous les sujets, à chaque fois qu'on parle de densité, à chaque fois qu'on parle de rentabilité, voilà, sur les questions de mobilité comme sur toutes les autres, eh bien, on aura des gens qui... et moi, je n'opposerai jamais le privé au public. Je pense que même si on était intelligent, parfois, on réussit à mener des partenariats. Ils ne sont pas aujourd'hui bien balisés, ils coûtent très cher, mais certains d'entre eux devraient devenir plus intelligents, me semble-t-il, à l'avenir, sur le fait de se dire des solutions techniques existent, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? En tous les cas, nous avions considéré, il y a déjà quelques années, qu'en ce qui concerne le covoiturage, un réseau d'initiatives publiques à l'échelle de 2 régions était nécessaire, parce qu'encore une fois, et je salue ici, parce qu'ils sont plusieurs dans cette salle, à travailler tous les jours sur ces sujets-là pour le département du Finistère. Voilà. Et quand on porte ce groupement de commandes ici à la pointe du Finistère, là où tout commence, pour encore une fois 3 métropoles
2 régions, la région Pays de la Loire, la région Bretagne, Rennes, Nantes et Brest, avec le soutien de l'État et avec l'ADEME. On le fait bien parce que tout commence en Finistère et que même si on a tout le continent européen derrière, dans notre dos, on est aussi en tête de proue du continent européen. Ça dépend comment on le regarde. Et j'aimais bien ce qu'a dit le monsieur de la Depa là, tout à l'heure. Alors moi j'avais vu ça avant les Chinois. Il y a cette carte que Jean Olivreau, qui est un géographe bien connu ici en Bretagne, moi la première fois où j'ai vu Jean Olivreau il y a 15 ans, il présentait ça, le Finistère comme ça, la tête en bas. Et là, tout d'un coup, tout change. J'étais avec des Écossais l'autre jour. Quand on parle de maritimité, quand on parle de transport, mais on est sur d'autres modalités que la périphéricité dont on nous dit qu'elle serait insurmontable. Donc elle n'est pas insurmontable, d'abord parce qu'il y a des femmes et des hommes, et Gérard vous l'a rappelé tout à l'heure, nous ne sommes pas là-dessus, nous ne sommes pas résignés, nous ne jouons pas les caliméros, nous disons simplement que voilà, l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui se défend tous les jours, mais pour les femmes et les hommes qui habitent ici. Nous avons cette grande, parfois, difficulté d'être un paysage de carte postale. Et dans les paysages de carte postale, on aurait sans doute tendance à oublier que tous les jours, il y a des femmes et des hommes qui bossent ici et qu'il faut leur donner des réponses. Merci. On va passer au mot de conclusion. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants pour cette table ronde.